Bonjour, je m'appelle Cécile Janssen, je suis médecin infectiologue, je travaille à l'hôpital d'Annecy. Je vais vous parler de la traçabilité et de la transmission de l'information en vaccination. Je travaille au sein d'un groupe de la Société française d'infectiologie, la SPILF, groupe sur la prévention du risque infectieux, prévention-vaccination du risque infectieux. Je travaille parfois pour des instituts de formation pour évoquer souvent, la plupart du temps, la prévention et beaucoup la vaccination. Et puis je travaille pour des industries pharmaceutiques parfois. Je fais des interventions ponctuelles en congrès ou des relectures d'articles ou je peux participer à des boards quand il y a besoin d'un avis d'expert. Les définitions concernant la traçabilité sont multiples. Elles font bien sûr écho à la notion de qualité et de normes, et puis à la pharmacovigilance et aux soins. Alors tracer, c'est fixer et conserver des informations. La traçabilité, c'est l'aptitude à garder en mémoire et à retrouver l'historique de ce qui a été fait. La traçabilité, c'est une procédure. C'est une procédure pour suivre automatiquement un produit ou un service qui a été rendu depuis sa création, sa naissance, jusqu'à sa valorisation finale. La traçabilité, ça permet d'améliorer la qualité des soins, ça permet de remettre au centre de la responsabilité le professionnel. La pharmacovigilance, c'est identifier un produit, un lot, de façon à avoir une preuve en cas de litige, c'est opposable de façon médico-légale. Le service rendu est tracé et ce service rendu, une fois tracé, permet une meilleure collaboration interprofessionnelle. Ça assure le lien avec tous les acteurs qui vont intervenir autour du patient. Et ça permet aussi une meilleure collaboration entre le soignant et le soigné. La traçabilité permet d'améliorer l'efficacité globale des soins, puisqu'en fait, on va, en vaccination par exemple, avoir la connaissance de ce qu'il reste à faire, ce qui a été fait, et donc on est plus efficace. On ne se pose pas la question par méconnaissance de ce qu'il y a à faire ou de ce qui a été fait. Ça limite les coûts. On ne refait pas plusieurs fois ce qui a déjà été fait. La traçabilité, c'est aussi donc en qualité des normes produits. La norme produit, c'est une des étapes de la traçabilité. Par exemple, la norme EN 46001 oblige les fournisseurs à pouvoir retrouver l'origine des composants des matériaux utilisés et leurs conditions d'environnement. La norme EN 724 permet d'établir une traçabilité jusqu'à la livraison à l'établissement de santé. Donc les pharmaciens tracent jusqu'au patient les étapes qu'aura suivi le produit. Tout vaccinateur doit participer à la traçabilité. Quelles sont les réglementations qui nous imposent la traçabilité? Il y a plusieurs articles. En 2000, il est écrit, alors je ne remonte pas très très loin, puisqu'on l'a vu, ça date sur le plan historique, mais il a été écrit que, puisque maintenant nous sommes dans le tout informatique, l'écrit sur un support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. Donc ça peut être utilisé de façon pareil, médico-légale. Vous le savez, quand vous vous connectez, vous vous demande de vous connecter avec une trace qui prouve qu'il s'agit bien de vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner ses codes, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser faire à quelqu'un d'autre la traçabilité, parce qu'il faut être sûr que c'est bien fait. C'est pour ça qu'on ne signe pas pour quelqu'un d'autre. La loi du 4 mars 2002 rappelle les règles du respect du secret des informations concernant le patient. Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Donc, qui dit traçabilité dit également discrétion. Et enfin, le décret de mai 2003 a rappelé que la copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise, si le patient en fait la demande, au praticien, que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné dans un délai de 8 jours maximum. Donc ça nous oblige. Tous ces textes nous obligent.
Alors les étapes pour tracer. Comme on l'a vu, il faut d'abord recueillir le consentement éclairé du patient. Alors, il y a différentes façons de faire, on peut le prévenir, on peut demander à ce que les choses soient signées au départ dans le cadre de la collaboration avec le patient parce qu'il vient régulièrement dans votre établissement, ou là où vous travaillez, et vous dites quand on se verra pour la vaccination, signez dès à présent le consentement de façon à ce qu'on soit bien clair que en toute discrétion tout sera tracé. Je n'enverrai ça qu'à des personnes pour lesquelles vous m'autoriserez l'envoi. Vous faites telle démarche pour que je puisse faire telle démarche, ça vous reviendra, vous aurez. Mais au moins vous pouvez le faire une seule fois. En tout cas, à vous de vous organiser pour qu'il y ait un consentement éclairé. Lors de la vaccination, on doit vérifier avant injection le nom du vaccin, la date de péremption, la situation clinique du patient pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication. On a tout un cours là-dessus. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ça va être tracé. Et ce n'est pas au moment où on trace que l'on vérifie. Je vous le dis parce que d'expérience, j'ai vu, je coordonne et je dirige un centre de vaccination. Malheureusement, ça arrive. La personne n'a pas vérifié la date de péremption et quelqu'un qui a injecté un vaccin périmé doit réinjecter le vaccin. Ou le vaccin c'est pas le bon, vis-à-vis de l'enfant, on a utilisé un vaccin adulte, ça peut arriver. Donc il faut tout faire pour, avant la vaccination, vérifier tous ces éléments. Ça permet de ne pas, au moment de la traçabilité, se dire il y a eu une erreur. On vaccine. Et puis on trace sur les outils disponibles. Donc là il y a un S parce qu'on est dans un virage. On n'a pas encore une sorte de réflexe en vaccination. Ça fait très longtemps qu'on espère ce réflexe, mais pour l'instant, il n'y est pas. Donc, tous les outils disponibles pour le patient et les soignants qui le prennent en charge. Sur ces outils, on met la date de la vaccination, le nom du vaccin, la date de la péremption, le numéro de lot de fabrication du vaccin, le nom du vaccinateur, le cachet du vaccinateur et la signature du vaccinateur. Quels sont les outils de traçabilité sur lesquels on peut tracer ? Le logiciel métier. Où que vous travaillez, vous avez un logiciel métier. Vous notez. Le carnet de vaccination, qu'il soit papier ou électronique. Alors très sincèrement, aujourd'hui, c'est tellement compliqué d'être sûr d'avoir un accès simple à tous ces outils que c'est pas plus mal d'avoir quand même deux formats. Et je vous donne un petit truc. Moi, j'avoue que j'aime quand les carnets de vaccination sont de taille à se perdre dans le portefeuille du patient, parce qu'en général, on ne perd pas son portefeuille. Et donc, le truc qui est perdu dans le portefeuille, on le retrouvera. Après, ceux qui ont un carnet de vaccination, qui l'ont toujours, alors qu'ils ont plus de 20 ans, probablement le garderont à vie. Mais on voit très bien que les déménagements, les traumatismes de vie font que ça se perd, soit au départ des parents ou au déménagement de l'enfant, au divorce, bref. Il faut que ce soit accessible aux patients, je l'appellerai usagers, patients, citoyens, aux soignants en charge du patient. Alors les outils électroniques, on a le CIDEP, vous le connaissez pour le Covid, on a le DMP, le dossier médical partagé, et puis on a le carnet de vaccination électronique, mesvaccins.net. Très sincèrement, celui, on l'espère, qui deviendra l'axe principal, ça sera le DMP. Ce serait vraiment bien qu'il n'y ait plus qu'un seul outil, qu'on ne soit pas en train de passer autant de temps sur l'administratif que sur le geste en lui-même. Mais, pour l'instant, il faut essayer de choisir un de ces outils en fonction de ce que le patient a accepté d'utiliser. Alors, le dossier médical, il est particulièrement important de noter les vaccinations dans le dossier médical, parce que les patients ne conservent pas toujours leur carnet de santé ou de vaccination. Et il faut pouvoir retrouver ces données. Il est important de retracer l'historique du parcours vaccinal, savoir si le patient est porteur d'une maladie chronique, s'il a eu un comptage, une situation où il aurait pu contracter le virus ou la bactérie, s'il a voyagé, s'il s'est expatrié, s'il a changé d'orientation professionnelle avec un risque infectieux, s'il a un projet de grossesse, puisque dans ce cadre, à ce moment-là, il y a des vaccinations qui sont requises, s'il a une pathologie qui nécessite une bonne protection, qui a été diagnostiquée ou qui doit être traitée. On consigne les effets indésirables, les réactions allergiques. On trace dans le dossier médical papier ou les logiciels de gestion des cabinets les refus de vaccination, surtout quand ça concerne les enfants nés après le 1er janvier 2018 chez quelqu'un qui, normalement, pourra rentrer en collectivité que s'il est vacciné.
Donc c'est hyper important pour des raisons aussi médico-légales, pour dire j'ai proposé, il a refusé. Et puis aussi pour remettre la responsabilité dans les mains des parents, de façon à ce que ce soit un choix qui soit assumé, puisque ça a des conséquences collectives et individuelles. Il faut conserver les certificats médicaux de vaccination et les certificats de contre-indication qui sont délivrés aux patients ou aux titulaires de l'autorité parentale. Et enfin, il faut faire figurer dans le dossier les informations sur le caractère obligatoire ou recommandé des vaccinations, leur utilité, et puis les risques auxquels la personne s'expose ou expose la collectivité en cas de refus de vaccination, de façon à bien dire que tout a été argumenté et on s'est donné les moyens d'informer le patient. Alors le carnet de santé remonte à une époque quand même assez ancienne, puisque quand on gratte un peu, on voit qu'en 1868, un médecin montpelliérain, docteur Fonsagrive, avec une collaboratrice, avait mis en place, je vous ai mis la photo là à droite, d'un carnet qu'il avait mis en place, carnet de santé. On retrouve également la notion d'un Bordelais qui avait mis en place également un carnet de santé en 1929. Quoi qu'il en soit, l'idée c'était que l'enfant soit suivi avec un petit dossier qui passe de pédiatre en pédiatre, de sage-femme, de médecin généraliste, médecin traitant, de façon à ce qu'il y ait un suivi et que tout le monde sache s'il avait eu des maladies particulières, infantiles, des chirurgies, des problématiques dans l'enfance. Donc le carnet est établi au nom de l'enfant, il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Il permet d'informer que nul ne peut exiger la communication de ces éléments et que toute personne appelée de par sa fonction à prendre connaissance des renseignements sont soumises au secret professionnel. Vous verrez dans le petit encadré en bas à gauche qu'il y avait déjà la vaccination qui était notifiée dans le contenu du carnet de santé qu'avait imaginé le docteur Fonsagrive. Et les pages de carnet consacrées aux vaccinations pouvaient tenir lieu de certificat de vaccination à condition que la mention de la vaccination concernée soit datée, signée par le professionnel de santé l'ayant pratiquée et que le nom et l'adresse de ce professionnel de santé soient indiqués. Donc rien de nouveau, c'est ce que nous connaissons, c'est ce que nous espérons toujours avoir au moment où on vaccine. Donc le carnet de vaccination papier aujourd'hui ressemble plutôt à ce que vous voyez à droite, carnet de vaccination de Santé publique France, qui peut être, en cas de besoin, si vous n'en avez pas commandé sur le site de Santé publique France. Le certificat international de vaccination, donc ça c'est pour la vaccination anti-amaryle. Donc ça normalement vous n'en ferez pas puisque ce sont des centres spécialisés qui ont été habilités par l'Agence régionale de santé qui font ce type de vaccination avec contre un virus qui circule essentiellement en Afrique et en Amérique du Sud. Donc chez l'adulte qui n'a pas ou qui a égaré son carnet de santé, la remise d'un carnet de vaccination est vraiment très utile parce qu'il permet à la personne concernée de connaître son statut vaccinal à partir du moment où on recommence la vaccination. Et puis les dates des prochaines vaccinations. C'est un outil de liaison entre le public et les différents professionnels. Ça facilite la mise à jour du dossier patient et la traçabilité des vaccins reçus au cours de la vie. Les carnets sont de différents types et de différentes formes. L'idéal, c'est d'avoir, dès la petite enfance, le carnet qui reste un des documents que l'on ne perd pas, mais c'est vrai qu'on oublie peut-être de redire au moment où on le remet aux parents que ce carnet devra toujours suivre jusqu'à l'âge adulte la personne à qui on le remet. Et comme les gens le perdent, grosso modo, les études démontrent que c'est à peu près 50% de perte, 50% de personnes qui ne le retrouvent pas, on a créé un carnet de vaccination électronique. Le carnet de vaccination électronique, il a été expérimenté dans plusieurs régions, c'était ce qu'on appelle les articles 51 de la loi qui permet, de la loi du Code de santé publique, qui permet en fait d'expérimenter. Et le ministère en charge de la santé pilotait ce groupe de travail pour développer ce carnet de vaccination électronique national, avec pour objectif de partager les données relatives à la vaccination, pour que le carnet de vaccination partagé puisse être tenu à jour au fur et à mesure des rendez-vous vaccinaux depuis la naissance et que l'on permette l'accès aux recommandations vaccinales pour l'usager, contextualisé afin d'aider à la décision des professionnels de santé. Donc un carnet finalement expert.
Bon, à terme, finalement, il va permettre de fournir des informations aussi relatives à la couverture vaccinale, c'est-à-dire les indicateurs de santé publique. Aujourd'hui, connaître la couverture vaccinale chez l'adulte, chez l'enfant, on l'a, parce qu'en fait, vous savez, vous faites des consultations auprès des médecins traitants, des pédiatres, pour faire le point à des âges bien précis de la petite enfance, et ça permet d'avoir une trace sur la vaccination des enfants. Alors, depuis l'obligation vaccinale, c'est encore mieux suivi. Mais là, chez l'adulte, on n'a pas grand-chose. Et donc, grâce à ce carnet électronique, on a une chance de pouvoir avoir une meilleure connaissance de la couverture vaccinale de la population. Alors, c'est pas encore pour demain, parce qu'on voit bien que c'est en train de se mettre en place, mais c'est pour très vite. Alors, attention, tout ça c'est très compliqué, parce que ça doit respecter des cadres bien standardisés et des normes qui sont fixées par un cadre d'interopérabilité des systèmes de santé. Donc, ce qui nous permet une validation par la CNIL, ce qui nous permet la compatibilité avec le dossier médical partagé, ce qui nous permet de garder le secret professionnel et qu'il y ait un interfaçage avec des logiciels métiers de différents professionnels de santé. Cet outil permet également de renforcer la pharmacovigilance. On améliore l'exhaustivité du système, on peut notifier quand il y a un cas, et c'est plus simple de façon à ne pas méconnaître un effet indésirable. Ça permet également d'améliorer la qualité des déclarations, parce que c'est plus simple, sur un seul et même outil, de diminuer le délai de déclaration, d'améliorer le suivi des personnes vaccinées, puisque c'est déclaré et donc on y fera attention grâce à l'outil, d'améliorer la confiance dans le personnel de santé, puisque finalement c'est pas uniquement one shot, je vaccine puis je ne suis pas, d'améliorer les procédures pour les vaccinateurs, avec un retour sur la sécurité de leurs pratiques. Donc il est toujours plus rassurant de savoir que la pharmacovigilance suit et que si on doit repérer un problème avec un produit qu'on utilise, on le fera d'autant plus facilement que tout le monde va déclarer. S'il y a un souci, tout le monde déclare et donc il y aura un retour aux déclarants. Ça a un intérêt médico-économique. Bien sûr, ça augmente la sécurité vaccinale. Qui dit amélioration de la sécurité vaccinale, moins d'incidents, moins de coûts également sur les déclarations, simplification en fait des systèmes, moins de personnel pour gérer ce qui concerne la sécurité vaccinale. Ça augmente les bases factuelles pour la politique vaccinale, comme je disais, les indicateurs. Donc en fait, on va avoir des indicateurs à suivre et donc on fera moins d'efforts coûteux avec des études extrêmement complexes pour récupérer les couvertures vaccinales. Ça augmente la précision et la qualité de la mesure de la couverture vaccinale, c'est-à-dire que c'est bien de faire de la couverture vaccinale, mais en fait là, on sera vraiment très fin en fonction de l'âge, des pathologies. Donc on va avoir des données qui vont être très intéressantes. Ça va diminuer les coûts des enquêtes de mesures de couverture vaccinale, ce que je disais précédemment. Ça va diminuer les dépenses liées aux maladies évitées. Donc on va mieux vacciner, donc on aura moins de dépenses puisqu'il y aura moins de maladies. Ça va diminuer la survaccination et les autres malvaccinations qui finalement pouvaient soit inquiéter, soit parce qu'on n'avait pas vacciné ou en fait on ne savait pas si on avait vacciné, ou sinon qui pouvaient aussi inquiéter parce qu'en fait on avait survacciné, on ne savait pas si c'était trop ou pas assez. On va diminuer le coût de la promotion vaccinale. Donc, chaque individu vaccinateur se développant et faisant aussi avec cet outil de traçabilité un outil de suivi d'expertise, le patient lui-même peut se saisir de sa vaccination et ça va simplifier le parcours vaccinal. Donc, les gens vont pouvoir, grâce à l'outil, savoir quand est-ce qu'ils doivent avoir un rappel, avec la possibilité que ce soit axé sur aussi des rappels SMS. Alors, je rappelle que pour se loguer dans les différents logiciels où on inscrit les données vaccinales, les données santé de quelqu'un, il faut avoir une carte CPS, une carte de professionnel de santé. Il y en a pour les infirmiers, pour les pharmaciens, pour les biologistes, pour les médecins. Bref, il y a différentes cartes de professionnels de santé. Et donc, avant la première journée de vaccination, on doit activer son ICPS si on ne l'a pas fait. Il faut télécharger une application sur le téléphone ou on peut l'activer à partir de l'ordinateur. Et puis là, je vais partir sur le CIDEP. On peut saisir les données. Alors là, c'était dans Orbis, puisque c'était le logiciel métier, mais ça peut être dans n'importe quel logiciel métier. Et puis sur le site national de vaccin Covid, puisqu'on la diapo, là, je vais le faire avec l'exemple du Covid.
Et puis, dans un centre de vaccination, la personne qui accueille va inscrire et va permettre de créer dans le logiciel métier et dans le logiciel national une identité. Et puis pour le SI-DEP, puisque là on parle du SI-DEP, on va entrer l'identifiant, aller sur l'application du téléphone et entrer le code confidentiel qui a été créé en créant la carte ICPS. Et là, à ce moment-là, vous êtes connecté. On rentre le numéro de sécu quand on voit apparaître vaccin Covid, on rentre le numéro de sécu du patient. Et là, on peut commencer à collecter toutes les données. Donc, toute vaccination doit être consignée. Sur les pages vaccination du carnet de santé ou de vaccination, on aura ainsi un certificat. Donc, SI-DEP, c'était vraiment ça, c'était un certificat vaccinal. Si jamais il n'y a pas de carnet de vaccination, on délivre un certificat. Et après chaque vaccination, on fait figurer sur le carnet de vaccination de la personne la date de vaccination, le nom du vaccin, le numéro de lot de fabrication, le nom du vaccinateur, le cachet, la signature. Si on perd le carnet de vaccination, c'est pas mal de télécharger sur le site internet de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé pour en avoir un autre. Pour le dossier médical partagé, professionnel, eh bien, on va rentrer soit vous avez directement de quoi mettre votre carte dans votre ordinateur, soit vous avez des petits câbles qui vous permettent de vous connecter. Et puis, vous avez la possibilité donc d'aller sur le DMP sur Internet et puis rentrer également vos coordonnées professionnelles. Alors, à quoi sert le DMP ? Avoir accès immédiatement aux informations médicales du patient, si lui l'a autorisé, pour une consultation, pour une urgence, pour une hospitalisation, faciliter le suivi du patient, surtout s'il souffre de maladies chroniques avec différents suivis, différents examens, faire finalement un objet de communication entre les professionnels qui travaillent autour du patient. Et puis, quand par exemple le patient voyage, avoir accès à des données issues de son lieu de vie habituel. Éviter de prescrire des examens ou des traitements qui ont déjà été demandés par les confrères, donc ça c'est quand même économique et puis c'est pas mal pour le patient, et éviter les interactions médicamenteuses parce qu'on a les traitements en cours et donc ça nous permet d'avoir, si le patient a un biais de mémoire, la possibilité d'éviter ce type de problème non négligeable. Sur la partie qui concerne la vaccination, on va aller sur mon espace santé. Alors là, le patient, lui, il va aussi pouvoir y aller. Pour pouvoir y accéder, il va tout simplement sur Internet. Il se logue et puis il donne les éléments qui vont permettre aux différents professionnels de santé de pouvoir avoir accès à son espace santé. Et puis, ça lui permettra aussi de voir tout ce qui concerne Amélie, la CPAM, ses remboursements, ses démarches à faire. Pour le professionnel, il va pouvoir observer une page de ce type et cliquer sur accéder au DMP avec ensuite une identification qui lui sera demandée avec sa carte CPS, le mot de passe bien entendu, de façon à ce que on puisse retracer ce qui a été fait par qui sur le dossier du patient. Et puis ensuite, il rentre dans la base de données de ces patients avec la possibilité de compléter un dossier qu'il a déjà débuté pour un des patients pour qui il a un suivi. Il rentre le numéro de sécu de son patient. Quand par exemple c'est un nouveau patient. Et puis il va ainsi tomber sur son dossier avec son matricule, numéro de sécu, ses coordonnées, et là il clique sur accéder au DMP. Attention bien sûr, cette activation est automatique, mais si le patient s'est opposé à l'ouverture de son DMP, vous n'en aurez pas. Donc il faudra choisir un autre outil
l'outil papier et je vous conseille d'y adjoindre le carnet de vaccination électronique qu'on va voir tout à l'heure de mesvaccins.net. Donc, bien entendu, il faut que le patient décide de son suivi. Il y a une responsabilisation de l'usager. Donc, tout le monde doit activer son DMP. Il faut aussi les inviter à le faire. Si vous croisez des patients et que au départ le DMP n'est pas activé, il ne faut pas hésiter à les solliciter pour dire allez voir, activez mon espace santé et ça nous permettra de communiquer ensemble. Donc il y a une autorisation d'accès. Vous n'êtes actuellement pas autorisé à accéder. Le patient préalablement informé consent au fait que j'accède à son DMP. Donc ça, c'est le moment du consentement dont on a parlé au départ. Et sinon, j'accède en urgence au DMP, mais ce sera tracé. Donc il faut un consentement oral ou écrit. Il n'y a pas d'obligation d'écrit actuellement, mais on peut mettre un petit alinéa dans le livret d'accueil, comme je vous le disais, à renseigner au moment de l'admission dans votre établissement, là où vous travaillez. Toujours bien, ça trace, ça permet de ne pas avoir de soucis avec un patient qui aurait une mémoire un peu défaillante, ne se rappellerait pas qu'il avait donné son accord. Donc on a donc un tableau de bord de patient avec les différents examens que le patient a fait, avec la liste des documents du patient, le parcours de soins, comme vous le voyez, les comptes rendus de biologie, les différents éléments qui vont intéresser le patient. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y trouvera les données médicales, les données administratives et les données vaccinales. Première étape, on commence par faire une vérification. Attention à l'identitovigilance, une vérification que tout correspond bien. Le nom, la date de naissance, le prénom, et on se vérifie avec le patient de façon à être bien sûr de ne pas se tromper et que l'on est sur le bon patient. Même si on a rentré le numéro de sécu, ça peut arriver qu'on se trompe. On clique dans Documents en haut à gauche. Et juste à côté, vous voyez, il y a Carnet de vaccination. Alors, où est-ce qu'on va aller chercher les données antérieures ? En fait, le patient lui-même peut donner ses antécédents. On peut, par les dossiers informatiques, maintenant, vous le savez, il y a des alimentations automatiques avec la radiologie, la biologie, les courriers des différents médecins qui viennent alimenter automatiquement les données. Ça, c'est issu d'un arrêté de 2022 avec la liste des documents soumis à l'obligation dans ce cadre. Et puis, bien sûr, le personnel de santé, qu'il soit libéral ou salarié, va remplir le DMP et ça sera aussi source de données. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce soit le patient ou le soignant, on a un récapitulatif qui peut avoir un intérêt pour le patient comme pour le nouveau soignant. Concernant la gestion de ces documents, eh bien, on a les éléments que le patient a mis lui-même par le biais de mon espace santé ça a été déposé par le patient lui-même, ça peut être déposé par le médecin, et dans ces documents, il y a des choses vraiment intéressantes comme les directives anticipées, la notion de don d'organes, la notion d'information de coordonnées, de personnes de confiance. Donc c'est un vrai dossier que le patient peut compléter au fil du temps et peut permettre d'avoir, au-delà de la vaccination, peut permettre d'avoir pas mal de données sur le patient et ce qu'il souhaite que l'on respecte. Alors, on le sait, et je l'ai dit, des documents peuvent être ajoutés par le centre d'imagerie médicale,
par le laboratoire d'analyse médicale, par l'assurance maladie, par l'établissement de soins, par le centre de santé. Et tous ces éléments viennent enrichir le dossier médical partagé. Alors, si on va sur le carnet de vaccination, donc on clique dessus, et on va consulter ce carnet de vaccination. Donc là, c'est un exemple, avec différents vaccins qui ont été réalisés, la date de l'acte, la pathologie couverte par le vaccin, le nom du vaccinateur, parfois non renseigné, mais que le patient a rentré lui-même, et puis la signature réalisée, validée, le statut validé, quand le médecin a signé le vaccin qu'il avait réalisé. Ça permet d'implémenter, valider ou non valider, tous les vaccins qui ont été réalisés, et ça permet de savoir si on a ou non besoin de refaire une vaccination. Alors, ce qui est intéressant ici en haut à droite, c'est que vous observez que ça peut être quelque chose que vous récupérez par date, mais vous savez très bien que c'est un peu compliqué par date parce que on vaccine pas uniquement sur la date, on vaccine en fait selon un schéma vaccinal, un calendrier vaccinal. Donc par pathologie, c'est vraiment bien. Pour diphtérie, tétanos, polio, ben voilà, vous aurez par pathologie la trace et vous verrez si le schéma a été respecté ou s'il faut faire un rattrapage et où est-ce qu'on en est et quel est le prochain rappel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, grâce à la traçabilité, vous permet d'accéder à des schémas vraiment complets et qui vous assurent d'être dans les clous en termes de calendrier vaccin. Concernant le tri par pathologie, ben vous voyez, ça se passe comme ça. On a un tri, par exemple, pour le Covid, ici, 4 vaccinations avec les dates. Ici, pour la coqueluche, alors bien sûr, on aura pareil sur la diphtérie, si jamais c'était des vaccins quadrivalents, mais voilà, ça permet de savoir s'il en manque, s'il n'en manque pas, et ça permet d'avoir une vision assez pratique. Je veux ajouter une consultation. Alors, excusez-moi, on va revenir juste un tout petit peu en arrière pour ajouter une consultation. Vous voyez ici, je vais ajouter une consultation. Tout simplement, je cliquerai là et je tomberai sur cet encart où je peux rajouter le nom du vaccin, ce qui est obligatoire, le numéro de lot, ce qui est obligatoire, et puis après, que ce soit la première vaccination ou le rappel, on peut aussi cocher information non disponible. Le rang de la vaccination, ce n'est pas obligatoire. Le site d'administration, ce n'est pas obligatoire. La voie d'administration, vous le faites vous-même, donc vous le savez. Mais si jamais vous reprenez un vaccin qui a été notifié sur un dossier papier, que vous ne savez pas comment ça a été injecté, vous n'êtes pas obligé de le notifier. Puis après, vous pouvez ici rajouter les commentaires, les observations. Je suis le vaccinateur, je ne suis pas le vaccinateur. Ça permet, si vous êtes habilité, de valider une vaccination que vous aurez certifiée parce que vous avez le carnet de vaccination de la personne qui vous a, qui est face à vous et pour lequel vous êtes en train de compulser son dossier médical partagé. Alors, on peut télécharger un document. À côté de ajouter une vaccination, on peut télécharger l'historique des vaccinations à différents formats. Et ça permet d'avoir la possibilité de transmettre au patient son historique des vaccinations. Alors vous verrez, il y a façon et façon de le faire. Et ça permet aussi, si vous voulez classer un document dans un autre dossier, comme par exemple votre dossier à la pharmacie, vous voulez le scanner et être sûr d'avoir l'historique, que vos confrères le verront, ou parce qu'ils n'ont peut-être pas accès au DMP, enfin bref. Vous pouvez faire ce type de manœuvre, ce qui est assez confortable pour pouvoir avoir également une trace et une sorte de trace papier si la personne n'a pas accès aisément à l'informatique. Ça se présente comme ça. On a tout simplement un PDF qui va pouvoir être ouvert. Et puis, si le patient va sur son profil Mon Espace Santé, de façon un peu plus esthétique, vous le verrez, il a aussi accès à ces services.
Donc là, il va sur, dans Mon Espace Santé, son profil médical et il va cliquer sur vaccination. Donc il faut le guider un peu, je pense, au départ, pour ceux qui sont pas forcément à l'aise. Et donc 2 possibilités, il peut lui-même ajouter une vaccination, qui sera ensuite validée par un professionnel de santé. Il peut voir les vaccins qu'il a besoin de réaliser. Donc cette fameuse alerte pour faire le suivi de son calendrier vaccinal. Il ne sait pas trop ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On le renvoie vers le calendrier simplifié des vaccinations, de façon à ce qu'il puisse s'emparer lui-même de son suivi vaccinal. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste passif, il ne suit pas les recommandations du médecin, il suit les recommandations lui-même en disant ça, j'ai pas l'impression de l'avoir fait, j'ai revérifié, je l'ai pas. Donc il y a une reprise en main de la santé par le patient lui-même. Et là, vous voyez, quand on a observé mes prochaines vaccinations, pour ce patient-là, en 2042, à 65 ans, il faudra faire le DTP et la grippe. Entre 65 et 74, etc. Ça permet également, effectivement, d'avoir un suivi rapproché pour pouvoir s'assurer que la situation n'est pas en désaccord avec le calendrier vaccinal. Quand on va sur l'encart vaccination déjà réalisée, eh bien, comme on le faisait sur le DMP, sur Mon Espace Santé, le patient peut voir les vaccins qu'il a réalisés, le détail avec le numéro de lot, etc. Et puis, télécharger la synthèse. Donc, lui-même peut télécharger sa synthèse s'il veut la transmettre, par exemple, à un professionnel de santé qui n'a pas le temps de tout valider, mais qui regardera a posteriori. Donc, qui se garde un dossier papier, d'avoir le temps de se poser sur le dossier informatique. Donc, de même, on se retrouve avec une extraction PDF. Et puis, ça ressemble à ça. La synthèse des vaccinations, par exemple, DTP, BCG, etc. Alors, je vous cache pas que c'est quand même plus sympa comme ça que quand c'est le DMP qui le sort, où là, c'est pas très, très lisible. Quand c'est le patient qui le sort, c'est quand même beaucoup plus ergonomique, on va dire. Ça remet vraiment le patient au centre de la prise en charge, il connaît son parcours vaccinal, il sait ce qu'il doit faire, il a un réseau de vaccinateurs qui lui simplifie la démarche préventive, donc il n'est pas obligé d'aller voir tout le temps la même personne si jamais c'est pas facile d'aller voir son médecin généraliste, par exemple. Et ça, c'est vraiment très sympa. Un autre outil, c'est le carnet de vaccination électronique, mesvaccins.net. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet outil, mais a priori, c'est ce qui va être le fond du carnet de vaccination électronique DMP. Mais en fait, c'est un outil qui est multi-usage. Comme vous le voyez là sur la diapositive, vous avez à gauche la notion d'actualité sur la prévention des infections, sur le voyage, donc avec tous les risques liés au voyage, une consultation informatique en fonction du lieu où on part en voyage, en fonction de sa situation personnalisée, infection, prise de médicaments, eh bien des données qui sont assez fines pour pouvoir savoir ce dont on a besoin, comme vaccination, comme traitement prophylactique, par exemple pour le palu. Et puis le carnet de vaccination numérique. En haut à droite, vous voyez qu'il y a un accès professionnel de santé. Et puis à gauche, mes carnets, donc pour le patient, pour l'usager, il peut ouvrir ses carnets. Et ensuite les partager avec le professionnel de santé. Et normalement, si tout se passe comme ça a été annoncé, tous les carnets qui ont été créés sur mon carnet de vaccination numérique mesvaccins.net seront rebasculés, si ce n'est pas déjà le cas, sur monespacesanté.fr. Alors vous voyez l'encart du haut, quand vous cliquez sur vaccination, plusieurs choses s'affichent. On a la notion de vaccin, donc avec les différents détails sur ce que les RCP en fait du vaccin. La composition du vaccin, le schéma vaccinal recommandé, les données d'immunogénicité.
Il y a aussi la notion de maladie, où on peut avoir accès à des informations sur les différentes maladies à prévention vaccinale. Et puis, sur mes carnets ou professionnels de santé, on peut ouvrir des carnets de vaccination électronique. C'est là-dessus qu'on va revenir. Il a été créé maintenant il y a plus d'une dizaine d'années par un Bordelais, Jean-Louis Queuc, et un biologiste qui a souhaité, en dehors de toute collaboration avec l'industrie pharmaceutique, rendre le vaccin et le dossier vaccinal mieux suivi, plus pertinent, avec une aide de façon globale sur la vaccination, que ce soit pour les patients ou pour les médecins. Ça aide le citoyen à comprendre donc la vaccination, à prendre des décisions appropriées, ça le responsabilise. Ça lutte contre la désinformation, ça aide le professionnel à l'application des recommandations vaccinales avec des informations, que ce soit le professionnel lui-même qui en parle et qui montre le site et qui guide le patient vers la possibilité qu'il peut avoir d'y retourner aisément. Et puis, ça permet aux citoyens de prendre volontairement la décision d'être protégé s'il voit qu'il ne l'a pas été et que son carnet de vaccination lui dit « Attention, il faut que vous soyez vacciné contre telle ou telle pathologie ». Alors prenons un exemple, ça c'est quelques-uns des patients que j'ai dans mon carnet de vaccination professionnelle. J'avais rattaché, vous voyez, le service d'infectiologie du centre hospitalier d'Annecy à mesvaccins.net, et puis l'Union régionale des professionnels de santé de la région AURA, Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, avait financé pour tout professionnel de santé, alors pas pour les hôpitaux, mais pour tous les professionnels de santé privés, avaient financé la possibilité d'avoir un carnet de vaccination électronique pour ces patients. Pour les patients, par contre, quand c'est le public qui se logue, il ne paye pas, hein. C'est gratuit. C'est simplement les professionnels qui peuvent avoir un abonnement à payer. Et encore là, maintenant que ça va passer sur le DMP, je pense que tout ça c'est pris en charge par la CPAM. Donc on va cliquer sur un des carnets et puis voir ce que ça donne en termes d'utilisation. C'est assez proche du DMP, rien de très 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 original. Donc là, en fait, on voit les derniers vaccins qui ont été réalisés pour cette personne, avec vaccin reçu, le profil santé, si on veut rentrer, le fait qu'elle a déjà eu la varicelle, a fait une sérologie anticorps HBS positif, si on veut voir le statut vaccinal, si on veut revoir les données d'identité, et si on veut revoir les données de partage, avec qui, comment, pourquoi. Et si on veut extraire, comme on l'a fait tout à l'heure sur le DMP ou sur monespacesanté.fr, une fiche en PDF avec la synthèse des vaccins. Et puis à droite, si on veut ajouter une vaccination. Donc c'est assez intuitif, soit on classe par date d'admission, soit par pathologie. Donc là, quand on clique sur le statut vaccinal, on voit que cette patiente, Camille, qui a 19 ans, et devait faire un méningo B, un deuxième, et qu'elle ne l'a pas fait. Elle est en retard. Alors, pour tout vous dire, elle l'a fait, mais elle ne l'a pas complété. Et le médecin qui lui a fait le complément ne l'a pas entré dans son carnet de vaccination électronique. Donc, en fait, là, c'est pas notifié. Donc, attention, bien s'accorder avec le patient pour qu'il vienne refaire valider ça auprès d'un collaborateur qui a la possibilité, qui connaît mesvaccins.net et le carnet de vaccination électronique. Pour le reste, vous voyez que la patiente est à jour et que elle devra le faire dans 5 ans. Ce qui permet d'avoir finalement un outil où on se pose la question, on clique dessus et on est au courant, on sait où on va, on sait ce qu'on doit faire et on sait quand on doit le faire. En descendant un peu, on voit que cette personne a fait les vaccinations, les 3 doses ont été injectées pour le papillomavirus, elle a été vaccinée fièvre jaune et hépatite A. Et que les schémas sont terminés. Qu'il n'est pas prévu qu'elle ait une nouvelle dose. Et puis il y a un encart sur les situations particulières, alors pour la vaccination contre le pneumocoque a déjà été vaccinée. Si jamais il fallait revacciner,
on ne pourrait pas, avec les éléments qui sont notifiés dans le profil de santé, assurer qu'il faille le faire. Donc, soit on complète le profil de santé parce qu'on a un problème de santé qui s'ajoute, un médicament qui vient s'ajouter, soit on rajoute tout simplement le vaccin, puisque c'est un avis spécialisé qui a spécifié qu'il fallait le rajouter. Enfin, les vaccinations qui sont possibles, sans obligation aucune, Covid-19 a reçu 2 doses et pourrait être possible, puisqu'il y a plus de 6 mois qui se sont écoulés, mais on voit que son profil santé ne sollicite pas cette personne à se faire vacciner de façon certaine. Elle n'est pas professionnelle de santé, elle n'est pas immunodéprimée, elle n'a pas de maladie chronique qui nécessite une vaccination Covid. Et puis, le vaccin rage, par exemple, elle a reçu 2 doses. La poursuite de la vaccination pourrait être à discuter si il y avait un risque rabique. Je vous l'avais dit, dans le profil de santé, il y a des éléments qu'on peut rajouter. Il y a une sérologie de la varicelle qui est positive. Il y a les anticorps anti-HBs qui sont élevés à 150. Ça permet d'avoir ces éléments à disposition. Et il s'avère que certaines écoles demandent à avoir accès au carnet de vaccination électronique. Ou par exemple en médecine, en pharmacie, on peut avoir, dans les écoles d'infirmières, ils peuvent demander l'autorisation aux patients d'avoir accès à ces données dans le carnet de vaccination électronique. Puisque ces professions nécessitent d'avoir une couverture vaccinale certaine sur, par exemple, l'hépatite B. On peut classer tout ça par date d'admission ou type de vaccin, comme on l'a vu tout à l'heure. Et tout ceci peut être revu en détail dans ces différentes données de bibliographie que je vous transmets, avec essentiellement les textes qui sont les textes des différents qui vont légiférer sur ces différents outils qu'on aura observés. Pour finir, j'aimerais revenir avec vous sur justement des enquêtes de couverture vaccinale pour parler des vaccinations des adultes à risque, de façon à ce que vous fassiez vous-même un projet, un programme, que vous vous posiez vos propres indicateurs pour vacciner, et la traçabilité que vous ferez vous permettra d'avoir vos propres retours avec vos propres indicateurs grâce à votre listing de patients que vous aurez vu pour vaccination. Donc, j'aimerais que nous regardions ensemble cette étude, qui est une étude qui a été réalisée maintenant il y a quelques années et publiée en 2021, qui s'intéressait à des pathologies, à des gens qui étaient concernés par 30 pathologies qui étaient retenues. Alors vous voyez toutes les associations qui ont participé, associations de patients avec l'Ipsos et le laboratoire Pfizer, pour pouvoir travailler sur un échantillonnage avec une interrogation grâce à des liens ouverts par 12 associations partenaires de patients sur leur vaccination. Ça a concerné donc 30 pathologies, 2200 personnes, et elle s'est déroulée, cette enquête, de fin juillet à mi-octobre 2020. L'intérêt de cette enquête, c'est que ça permet d'observer pour la grippe et le pneumocoque des données de connaissances sur la raison pour laquelle ils ont ou n'ont pas été vaccinés. Donc en bleu, vous voyez les personnes qui ont été vaccinées, elles sont 63%, ce qui est beaucoup, puisque vous avez vu les chiffres que je vous ai présentés précédemment, et donc c'est très intéressant que ce soit dans une population qui est sensibilisée, qui est intéressée, qui participe à des groupes d'échange, qui sont des gens finalement qui s'intéressent à leur pathologie et donc qui sont un peu proactifs, qui se prennent en charge. Et donc, les gens qui ont été vaccinés dans l'année 2019-2020, pour la période épidémique 2019-2020, contre la grippe, disent, en fait, pour 67% d'entre eux, ça a été suggéré par leur médecin. Et 37% uniquement par le bon. Donc, on voit déjà
que le professionnel de santé a un rôle majeur. 31% ont été vaccinés par le médecin généraliste et 29% déjà à l'époque par l'infirmière et 21% par le pharmacien. 37% n'étaient pas vaccinés. Et les raisons principales de déclaration de non-vaccination, c'était 31% pour la peur des effets indésirables. Je répète, prenez le temps d'expliquer aux patients ce qui peut arriver. Ne pas cacher le fait que oui, on peut avoir de la fièvre. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, on a des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, parce que quand on vaccine, on fait fonctionner le système immunitaire qui va parfois faire monter ce qu'on appelle l'interféron, qui donne de la fièvre, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, mais que ça va passer au bout de 24-48 heures. En général, ça passe très bien avec un paracétamol, ça monte quasiment pas. Donc, pas trop d'inquiétude. Le point d'injection est souvent pas du tout douloureux si on est doux, si on est tranquille au moment de la vaccination, si on n'injecte pas trop rapidement. 26% avaient un doute sur l'efficacité. Alors, ils ont raison. Le vaccin contre la grippe, en fonction, parce que c'est sur un pari qu'on a un vaccin contre la grippe tous les ans, les experts en vaccination, les données sur des big data, donc les données mathématiques sur un modèle mathématique viennent s'agréger avec les données des experts qui regardent les souches circulantes dans l'hémisphère sud. Et puis on fait le pari des souches que l'on va mettre avec toutes ces données, c'est pas un pari au doigt mouillé, mais avec toutes ces données permet d'avoir une information assez précise sur ce qui risque de circuler. Et parfois, on est à côté parce que ça reste du vivant, un virus qui mute beaucoup. Et puis la fabrication des vaccins grippe aujourd'hui, c'est encore des vaccins sur œufs. Et donc, ça prend du temps. On n'aura probablement pas du tout la même attitude quand on aura accès à des vaccins type vaccin ARN, où c'est plus rapide de conception et où le pari pourra être fait de façon un peu plus rapprochée de la période épidémique avec une plus fine connaissance des souches circulantes. Et puis enfin, 23% quand même de vaccins n'a pas été proposé. Donc vous voyez bien que la somme ne fait pas 37%, mais en gros, les gens, ils avaient un peu peur des effets indésirables et ils avaient un doute sur l'efficacité, et surtout, on ne leur a pas proposé le vaccin. Donc ça, c'est pas possible. Il faut discuter avec nos patients, on peut les aider. Pour l'infection à pneumocoque, 65%, dont 41% étaient sûrs d'être à jour, pensent être à jour de leur vaccination. 87%, en fait, avaient été vaccinés parce que c'était suggéré par le médecin spécialiste ou le médecin généraliste. 55% parce qu'ils avaient été vaccinés par le médecin généraliste. Le reste, pour l'instant, n'était pas disponible ailleurs. Donc le vaccinateur a un rôle majeur. 35% ne pensent pas être à jour et la raison principale, c'est qu'on ne leur avait pas proposé le vaccin. Pour tracer, il faut vacciner. Pour vacciner, il faut proposer. On a un rôle majeur d'un point de vue santé publique. Et donc c'est là où l'entretien motivationnel est nécessaire. Et pour faire un bon entretien motivationnel, il faut se faire confiance et il ne faut pas être trop long. On peut initier un changement de comportement en 3 minutes. En 2023, les premières sources d'informations attendues, c'était le médecin, l'infirmier, le pharmacien. C'était pas les amis, la famille, les autres patients, le web, non. C'était pas les chats, c'était pas les réseaux sociaux, c'était pas les journaux. C'était les soignants. Et ce qui était intéressant, c'est que finalement, les positionnements un peu négatifs vis-à-vis du vaccin, finalement, c'est les réseaux sociaux, les anti-vax sont présents. Alors, ils sont pas nombreux, ça a été démontré par les sociologues, ils sont pas nombreux. Mais ils sont très présents. La famille qui sait pas, c'est pas des médecins, ils connaissent pas la donnée scientifique, ils connaissent pas l'épidémiologie. Mais en tout cas, les médecins généralistes et les spécialistes étaient très positifs et très engageants pour protéger leurs patients. Surtout, là, il s'agissait de rhumatisme inflammatoire avec des risques d'immunodépression. Alors, comment faire pour l'entretien motivationnel ? Il faut s'engager dans la relation, interroger le patient sur son point de vue sur la vaccination et explorer ses intentions. Vous avez envie de vous faire vacciner ? Oui, un peu ? Non ? Peut-être.
interroger sur ses connaissances, ses convictions, sur les avantages et les inconvénients à se faire vacciner, sur l'apport de la vaccination, sur la confiance en ses propres capacités à aller se faire vacciner. Comment il va y aller? Où ça? Auprès de qui? Il faut faire attention à utiliser des questions ouvertes, à valoriser et à faire du renforcement positif, à avoir ce qu'on appelle une écoute réflexive. On écoute l'autre, on nourrit sa réflexion en continuant à, s'il y a de l'ambivalence, à le faire travailler sur l'ambivalence, s'il y a une hésitation, un doute, à pouvoir répondre à ces questions pour qu'elle puisse faire un choix éclairé. Il faut lui faire reformuler, résumer, pour pas qu'on se perde dans l'échange. Et cette dernière diapositive sur la traçabilité, pour redire combien il est important que l'agenda médical, tout ce qui peut être offert comme service, dont la vaccination, les tests biologiques, l'accès aux professionnels de santé, les biologies qui ont été réalisées, les images, soient toutes centralisées, de façon à éviter la sur- et la sous-vaccination, permettre de respecter les recommandations vaccinales, repositionner le patient au centre de sa prise en charge et permettre l'échange entre les professionnels en charge du patient et le patient lui-même. La notion d'élargissement des compétences permet d'améliorer l'accès à la vaccination et il ne faut pas que ces professionnels oublient de tracer de façon à pouvoir offrir un suivi et une amélioration de la connaissance de notre couverture vaccinale. Je vous remercie et je vous retrouverai probablement par le biais de questions qui seront posées aux formateurs. Je me permets de vous rappeler les moyens déjà de répondre à vos questions en toute autonomie. Donc, sur cette diapositive, vous avez quelques éléments, on va dire, avec les sites internet qui sont déjà très 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 bien achalandés pour répondre quasiment à toutes vos questions. Donc, le site du ministère de la Santé, qui est quand même très bien fait avec beaucoup d'éléments, avec des questions qui sont toutes faites et des réponses que vous pourriez avoir à vos questions. La HAS avec toutes les recommandations et le site particulièrement de la HAS sur le comité technique des vaccinations. PubMed, ça c'est la littérature en santé, vous pouvez avoir accès aux articles scientifiques en direct. Et en condensé, Vaccination Info Service, très très bon site qui va réunir de façon très synthétique les informations sur la vaccination. Infovac, avec des fiches pratiques et une plateforme de questions-réponses par des experts, individuels et personnalisés. Mesvaccins.net, avec des données synthétisées, de l'actualité, le carnet de vaccination électronique. Et puis bien sûr, des formations en journée, parce que le groupe Prévention Vaccination fait et des newsletters et fait des journées de formation en vaccination au sein de la Société française d'infectiologie. Donc, n'hésitez pas à aller aussi compulser sur le site la synthèse et les topos qui ont été faits sur des vaccinations. Merci de votre attention.